cette nouvelle causerie toujours du lundi 21 juillet 2014 à Paris, depuis la bibliothèque Astrologica, je voudrais faire un peu le point sur la théorie cyclique, sur les deux temps de la théorie cyclique, puisque nous sommes dans le binaire et qu'à mon avis, notre intelligence ne fonctionne que dans le binaire, et qu'au-delà du binaire, finalement, on nous fait avaler n'importe quoi. Notre esprit critique ne fonctionne que sur la binarité. Ce qui signifie d'ailleurs que cette binarité, elle peut être l'objet justement de critiques et d'observations, et qu'il y a des choses qui passent ou qui ne passent pas. Alors, j'ai dit que le cycle pouvait se résumer selon une théorie des âges, en fait. Le commencement de la vie et puis à la maturité. J'ai dit aussi que le début des cycles était plutôt nocturne que diurne, plutôt hivernal que estival. Qui va à l'encontre de ce nombre d'affirmations des astrologues, tant en ce qui concerne le premier signe zodiaque que concernant aussi l'emplacement de la première maison, que moi je situe plutôt descendant qu'à l'ascendant, et dans le sens inverse. On commence par les 6 premières maisons nocturnes avant d'aller vers la maison diurne, et non pas les 6 dernières maisons diurnes avant d'arriver aux 6 maisons nocturnes. Enfin, tout ça ne tient pas debout. Et ce dont je voudrais parler, c'est bien entendu la question aussi du masculin et du féminin. Nous entrons actuellement, avec Saturne qui se rapproche sérieusement du Sagittaire, et qui dit Sagittaire dit à terme Antares, une des 4 étoiles fixes royales, qui est à 9 degrés du signe, si on traduit les constellations en termes de coordonnées tropiques, celles qui sont fournies par les éphémérides en général. Et donc, on est vraiment en fin de cycle de 7 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il y a un nouveau cycle qui se prépare, un nouveau cycle de 7 ans. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, on se retrouve dans une période nocturne. Qu'est-ce que c'est qu'une période nocturne? C'est la période de l'enfance. C'est la période où on est face à soi-même. L'enfance, paradoxalement, c'est un moment de solitude. Car même si l'on est entouré de gens, le grand problème, c'est d'explorer ce qui est en nous, de développer, de faire pousser nos potentialités. Et chacun y parvient avec plus ou moins de bonheur. Donc j'accorde la plus grande importance à l'enfance, et ce que nous arrivons à réaliser dans l'enfance, ce sera déterminant pour toute notre vie. Comment nous allons baliser notre propre intériorité nocturne, si on peut dire, intériorité comme tout ce qui est intérieur est nocturne quelque part. Imaginons ce qui entre en nous, l'exploration de notre antériorité, c'est pas évident, c'est pas visible. On n'est pas dans le visible. Ce n'est que plus tard qu'on va passer dans le visible. Et dans le visible, c'est une toute autre affaire. Dans le visible, on partage avec autrui, on communique avec autrui. On fait des choses ensemble.
À l'enfance, finalement, on est tout seul. Il y a les choses qu'on doit faire, il faut les faire soi-même, tout seul. Marcher, manger, aller aux toilettes, parler, tout ça, c'est un travail personnel. Même si on nous dit ce qu'il faut faire, même si on nous montre ce qu'il faut faire, il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'on fasse fonctionner notre mode d'emploi personnel. Donc, la phase 1 est une phase où l'on doit, parce que, bon, c'est par analogie avec l'enfance, mais enfin, quand on peut avoir cette phase 1 à différents moments de sa vie, forcément, hein, puisque c'est tous les 7 ans, et donc, évidemment, après, on n'est plus un enfant. Mais on retombe en enfant, si on peut dire, tous les 7 ans, au sens où l'on doit à nouveau compter sur soi-même avant tout. Compter sur ses propres capacités. Et les exploiter au mieux. Et ne pas trop compter sur autrui. Et là encore, certains s'en sortent mieux que d'autres parce que y a des gens qui voient mieux dans la nuit que d'autres. Qui sont moins frappés par une forme de cécité intérieure. Alors, j'ai développé ces derniers temps plusieurs théories à ce sujet qui sont fondées sur des hypothèses diverses. Et je pense que certaines personnes doivent se sentir un petit peu perdues dans toutes ces théories qui se succèdent et qui se contredisent parfois même. Parce qu'elles sont à l'essai, elles sont expérimentées, à mettre à l'épreuve. Notamment, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup discouru sur la question de la sensorialité. J'ai dit que notamment les hommes étaient plus dans le visible et les femmes plus dans l'ouïe. En ce moment, je suis moins sûr de cette classification, je dois l'avouer. Donc, de temps en temps, ça va être un petit peu entre parenthèses, en retrait, jusqu'à preuve du contraire. Car ce qui est fondamental, c'est quand même la période initiale du cycle. Cette période initiale, elle n'est pas spécialement marquée par la vue. Et en même temps, je pense que les hommes profitent beaucoup mieux de cette période initiale que les femmes. Ils sont beaucoup plus toniques dans cette période. Et que c'est cela qui fait la différence finalement entre les hommes et les femmes au niveau de leur réussite et leur réalisation sociale. En revanche, une fois cette période passée, avec plus ou moins de bonheur, on passe par une période plus visible, où il suffit de dire, voilà, tu mets ton doigt là et tu pousses là, etc. Période du visible qui nous renvoie à... Donc on passe d'une économie de l'autosuffisance à une économie du partage, une économie de l'échange. C'est tout à fait différent. Et là, les facultés intrinsèques de la personne sont moins importantes que l'interrelation entre les uns et les autres. Là, on peut se spécialiser dans telle et telle branche professionnelle. Parce qu'on vit dans un système, dans un marché, dans un libre-échange, etc. Alors qu'en phase 1, il faut être dans une sorte de complétude, de totalité. Alors, là aussi, on peut évidemment dire une chose et son contraire. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais écrit ou dit que la phase 2 était plus globale que la phase 1. C'est vrai en même temps. C'est une globalité visuelle, diurne. Mais
c'est une globalité qui est aussi une façon de se limiter, comme quand on fait un travail donné et qu'on échange contre un autre travail. Enfin, donc c'est une globalité collective, mais qui doit s'opposer à une globalité de la personne. C'est-à-dire la personne doit être capable, et c'est le principe même de la phase initiale, d'une totalité. Qui sera, alors l'échec, quand on aura échoué, si on échoue dans cette période initiale, ça sera compensé par justement une économie de l'échange. Tu sais pas faire ça, mais moi je le fais à ta place. C'est une économie de l'échange, du handicap, de la compensation, etc. C'est pour ça que la phase 2 va gommer les différences entre les uns et les autres par le fait que les gens vont pouvoir se compléter. Et l'union fera la force. Mais en phase 1, il faut avant tout ne compter que sur soi-même, sur sa capacité à exploiter ses propres ressources. Ça vaut pour une personne, mais ça vaut certainement aussi pour un pays, pour une région, pour un continent. Qu'est-ce à dire sur le plan politique? Ça veut dire que le mot protectionnisme est un mot qui peut faire sens dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais c'est surtout l'idée que chaque pays va jouer ses propres cartes et va jouer plutôt solo. Prenez le cas d'Israël. Ce qui se passe avec Israël, c'est typique d'un début de phase 1. Israël ne compte sur personne. Et donc il se débrouille tout seul. Mais c'est vrai aussi en URSS et en Ukraine. Il faut se débrouiller tout seul. La communauté internationale est impuissante aussi bien concernant l'affaire ukrainienne que concernant l'affaire de Gaza. On disait encore ce matin à la radio, le Conseil de sécurité est voué à l'impuissance du fait du veto des membres permanents, comme la Russie par exemple, comme les États-Unis, voire comme la France. Donc c'est une épreuve de vérité, le début d'une phase de cycle. Le début d'un cycle est une épreuve de vérité qui sert à justement faire apparaître les plus performants, les plus doués, les plus forts. Sans le masque des unions, des compensations, des échanges qui feraient qu'on ne saurait plus très bien qui fait quoi. En ce qui concerne l'Union européenne, par-delà la dynamique collective, il y a aussi une dynamique des différentes puissances au sein de l'Union européenne. Et c'est à elles aussi de jouer leur jeu désormais, à l'Allemagne, à la France, à l'Italie, à l'Angleterre, dont on a dit, dont on sait qu'elle prépare éventuellement son retrait de l'Union européenne. Ce retrait de l'Union européenne, il est tout à fait caractéristique du début d'un nouveau cycle. Et pour terminer, donc, cette autocritique que je fais ici, et qui fait qu'à certains moments, on va dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais ce qui est important, c'est qu'on s'en rende compte.
qu'on ait des moyens, qu'on ait des garde-fous qui nous disent, attendez, là, vous êtes en train de dire n'importe quoi, là, vous allez trop loin, là, vous ne respectez pas une certaine cohérence générale de vos positions. Et là encore, voyez-vous, il s'agit donc de se recentrer. Parce que si on mélange tout, si on mixe tout, on ne sait plus très bien ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. Et donc la falsifiabilité, pour parler d'astrologie, ne peut se faire que sur des schémas extrêmement simples. Voilà.